Ici, nous allons aborder une nouvelle approche philosophique de l'économie, radicalement autre, une économie spirituelle. Oui, je fus aussi surpris que vous quand l'idée m'est apparue. C'est un peu comme marier la carpe et le lapin. Mais après avoir réfléchi sur l'importance de la coopération, j'ai compris pourquoi aucun système, aucune théorie économique ne pouvait vraiment fonctionner, d'Adam Smith jusqu'aujourd'hui. La clé, tous nos systèmes économiques sont bâtis sur la spéculation, c'est-à-dire un déséquilibre artificiel, la spéculation, s'ajoutant au déséquilibre naturel, les fluctuations, comme les nomme le biologiste Olivier Hamon. C'est donc la loi universelle de coopération qui va nous guider vers une économie spirituelle. Alors que nous apprend la vision matérialiste sur fond de darwinisme? Que la nature s'avère une jungle et la vie une éternelle compétition, durant laquelle le plus fort, le mieux adapté, le dominant gagne et transmet de meilleurs gènes. C'est ainsi que d'un évolutionnisme uniquement biologique chez Darwin, contre Darwin, Herbert Spencer et les suivants ont fait basculer sa théorie en darwinisme social. La société humaine est donc une jungle, une éternelle compétition composée de forts, de dominants, de riches et de plus intelligents, c'est-à-dire de mieux adaptés. Pour paraphraser Coluche, les mieux adaptés, vous et moi, on n'en fait pas partie. En revanche, que nous disent nos origines spirituelles? D'apprendre à nous aimer les uns les autres, donc d'apprendre à coopérer. Autrement dit, tout le contraire. Or, le vivant se caractérise principalement par une instabilité chronique qui s'oppose radicalement à toute vision rationnelle, cohérente et linéaire de l'univers et de la vie. Olivier Hamon, un éminent chercheur à l'INRA, Agriculture, Alimentation et Environnement, à partir de ses observations du vivant, appelle cette instabilité chronique fluctuation. La nature vivante est constamment en déséquilibre, en fluctuation. Il propose donc d'adapter la société humaine sur le modèle du vivant et de sortir de la dictature de la cohérence et de la performance. Dans mon langage, la dictature de la rationalité érigée en vérité. Et je vous renvoie à un de ses livres, Antidote au culte de la performance, la robustesse du vivant, qui est sorti en 2023 chez Trac Gallimard. Ce que je nomme la loi universelle de coopération, il l'appelle la robustesse du vivant, qui s'appuie évidemment sur la coopération en opposition à la compétition qu'il déplore chez les darwiniens jusqu'à s'insurger contre les Jeux olympiques. Vous ne trouverez pas son excellente référence dans mon livre car hélas je l'ai découvert qu'après sa rédaction. Mais signalons un autre ouvrage pertinent, le titre de l'incohérence philosophie politique de la robustesse. Il est sorti en 2024 chez Odile Jacob. L'auteur propose donc comme outil politique l'incohérence. Sa pensée s'avère radicalement opposée à la prétention d'une cohérence rationnelle en politique. Il apportait donc de l'eau à mon moulin. Pour nous aider à comprendre sa robustesse, il prend comme exemple la température du corps à 37 degrés. C'est la température dite robuste, qui permet au système immunitaire de monter jusqu'à 40 degrés en cas d'intrusion d'un virus ou d'une bactérie. 40 degrés, c'est le niveau compétition, mais intenable au-delà de 3 jours. Sans cet écart de température, notre système immunitaire ne pourrait plus nous soigner. Autre exemple, les plantes n'utilisent que 1% de l'énergie solaire qu'elles reçoivent. 99% sont perdus. Bergson, de son côté, avait déjà remarqué que la vie était profusion, abondance, au point d'en gâcher régulièrement une grande partie, comme si elle avait peur de manquer. Ce gâchis n'est autre que le signe de sa constante recherche de sa robustesse. Alors voici énoncée cette loi. La loi universelle de coopération
est une constante d'équilibre négantropique, je vais m'expliquer, qui recherche sans cesse à rééquilibrer les déséquilibres anthropiques de la matière, mais sans jamais obtenir parfaitement. Sinon, c'est l'inertie ou la mort. C'est elle qui fonde la présence de la vie unique au sein même de toutes les formes de vie multiples. Alors je m'explique. Voyons déjà la constante d'équilibre. Elle est de nature spirituelle. Elle ne se voit pas ni son fonctionnement. Ce que nous constatons, c'est juste le résultat, la beauté de la nature et ses écosystèmes, constamment a priori en équilibre et en harmonie. Sauf qu'en arrière-plan, c'est une lutte fraternelle qui ne cesse jamais entre des forces contraires. Cet arrière-plan, Darwin l'avait plus ou moins compris, d'où l'idée de sélection naturelle, c'est-à-dire l'idée d'un combat. Sauf que le combat qu'il observait, visible à l'œil nu, se situait en réalité au niveau invisible, c'est-à-dire spirituel. Et nous allons voir que la sélection naturelle n'est peut-être pas si aveugle que le prétendent les darwiniens. Du coup, vous l'aurez compris, nous retrouvons cette constante d'équilibre en économie, ainsi qu'une constante d'équité pour le principe d'égalité, nous verrons bien plus tard. En fait, elle est partout dans tous les domaines de la vie. La vie unique cherche avant tout à rééquilibrer les déséquilibres naturels des vies multiples. Commencez-vous à saisir le rapport avec l'économie, laquelle est constamment en crise à cause des déséquilibres engendrés par la spéculation. En effet, dans l'histoire économique, toutes les crises étaient précédées d'une forte spéculation. Souvenez-vous par exemple de celle des subprimes en 2007-2008. Toute la finance mondiale avait acquis des titres spéculatifs de très mauvaise qualité. Négantopique. Le concept d'entropie, inventé par le physicien Rudolf Clausius en 1865, est cette force terrestre qui entraîne systématiquement la matière et le vivant vers l'inertie ou la mort, c'est-à-dire un déséquilibre. Nous subissons l'entropie chaque jour que nous vieillissons. Notez que cette force est aussi immatérielle, invisible et abstraite, mais bien présente dans ses effets. La négantropie est donc un concept spirituel qui représente tout simplement la force opposée à l'entropie. En fait, elles forment ensemble une altérité complémentaire. L'une ne va pas sans l'autre. Elle ralentit notre vieillissement, mais sans jamais obtenir l'équilibre parfait, c'est-à-dire l'immortalité. Bergson l'appelait l'élan vital. La vie unique, concept spirituel que les matérialistes n'admettent pas. Ça relancerait entre autres la question de l'existence de Dieu. Comme déjà vu chez Platon dans son Philèbe, qu'il a décrite avec brio par cette formule, je cite « Et les anciens qui valaient mieux que nous », référence horizontale, et vivaient plus près des dieux, référence verticale, nous ont transmis cette tradition que tout ce qu'on peut dire exister, c'est-à-dire la vie, est fait d'un et de multiples. C'est le principe unitaire, organisateur du multiple, et contient en soi-même originellement associé la limite et l'infinité. Fin de citation. D'où notre nature double à la fois limitée et illimitée. Sans ce principe organisateur d'unicité immatérielle, invisible et abstrait, mais bien présent, la vie serait un chaos. Or ce chaos n'existe jamais, sauf quand l'homme ne le respecte plus, la loi universelle de coopération. Par exemple, les traités européens se targuent d'établir une concurrence libre et non faussée, jusqu'à prétendre à une coexistence pacifique. Alors qu'en réalité, il s'agit d'une guerre économique fondée sur une compétition sauvage. Tous les jours, nos politiciens nous racontent qu'il faut subventionner nos entreprises, sinon elles ne seront plus compétitives. En 2023, par exemple, on parle de 211 milliards de subventions, quand le déficit, la même année, est de 173 milliards. A l'inverse, donc, tous nos systèmes biologiques fonctionnent à partir de cette loi de coopération. La santé est une recherche constante dans tous nos systèmes.
comme par exemple le système osmotique intercellulaire ou notre système immunitaire. La maladie est au final une perturbation de cette constante, invisible et indétectable à notre technologie. Notre système neurovégétatif fait de même, le sympathique accélère quand le parasympathique freine. Leur dérèglement entraîne bien sûr toutes sortes de symptômes. Nous sommes à nouveau face à un objet spirituel, qu'on ne peut pas le montrer du doigt, que cette constante fait sans cesse face à des contradictions internes. Reste la question de quelle volonté s'agit-il pour compléter nos trois principes irrationnels. Et c'est ainsi que j'ai fini par attribuer une volonté à la nature, ainsi qu'une sélection naturelle intelligente. Les anciens l'appelaient le télème. En fait, cette loi de coopération est présente en nous, au sein des écosystèmes planétaires, du vivant et de toute sa biodiversité. Elle est partout dans l'univers, même en astrophysique, en physique quantique et en mathématiques, je vais y revenir. Pour résumer mon point de départ, je situais les deux visions possibles ainsi. La nature est soit en guerre, d'où guerre économique issue du courant libéral, soit en coopération issue du courant spirituel et altruiste. Je ne dis pas qu'Olivier Hamon accorderait une volonté, une intelligence à la nature, certainement pas. Cependant, par des chemins différents, je peux dire que nous aboutissons à la même conclusion. C'est la coopération et non la compétition dans tous les domaines de la vie humaine qui nous sauvera de nous-mêmes à l'instar de la nature. Ainsi, le seul prédateur dans la nature, c'est l'homme. Les grands animaux déclarés à tort prédateurs ne font que participer, certes à l'insu de leur volonté instinctive, à maintenir l'équilibre d'un écosystème planétaire, sous-tendant la vie unique sur Terre. L'homme prédateur, lui, est le seul à la perturber en conscience. Nous trouvons dans la nature diverses formes d'association du vivant. La compétition, la prédation, le parasitage ou encore la coexistence. Mais les associations qui prédominent fortement sont la coopération et la symbiose. Parfois même, et contre toute attente, des espèces très différentes s'entraident. J'imagine que la nature, subtile et intelligente, a créé ces différentes formes d'association entre vivants afin de mieux participer à sa complexité et sa diversité. Mais avec un plus, elle a laissé aux humains la possibilité de faire un choix. Compétition ou coopération? Prédation ou coexistence dans l'indifférence? Devenir ou pas un parasite en vivant au crochet de sa famille, de la société, etc. De ce point de vue, la nature est un modèle grandeur nature, si je puis dire, pour l'humanité, mais avec le problème de faire le bon ou le mauvais choix, éternellement, jusqu'à notre absurde autodestruction déjà bien avancée. Dans sa conférence du 27 octobre 2021, nommée « L'entraide en temps de crise, une nécessité », Pablo Servigne montre que, d'une manière générale, au sein de la nature et face à un contexte menaçant, le vivant devient altruiste. Il donne l'exemple de deux espèces d'arbres. Face à un milieu riche, elles se combattent, mais face à un milieu hostile, elles s'entraident. Autrement dit, le confort nous rend égoïstes. La nature, vraiment, est fascinante. Elle ne nous impose pas la coopération, elle nous la suggère, certes aujourd'hui avec un certain empressement. Voyons ce que nous apprend le postulat libéral sur fond de darwinisme social. Pour la science officielle, toutes les formes de vie actuelles découlent d'un mécanisme d'évolution, par sélection naturelle aveugle, décrite par Charles Darwin. Selon les matérialistes, l'idée générale de sélection naturelle suppose que les faibles disparaissent au profit des forts, avec toujours cette même arrière-pensée, une main invisible aveugle produit de la complexification et de la diversification à coup d'essais et d'erreurs. Ainsi, la science n'attribuerait
aucune intelligence à la nature, malgré un résultat étrangement intelligent et fascinant. Voilà leur principale contradiction. La cause est inintelligente, contrairement à son effet. Or, la logique rationnelle veut que toute cause soit supposée contenir son effet. Réponse des matérialistes, l'intelligence est une propriété émergente, comme on en trouve en chimie, elle apparaît en cours de route. Un peu facile, non? Bref, face à ce scientisme matérialiste, je répondrai: qui ne voit pas d'intelligence chez l'animal? Or, s'il y a de l'intelligence dans la nature, elle est alors potentiellement présente dès son origine, surtout dans sa forme la plus aboutie chez Sapiens. Mais l'argument le plus solide provient de l'astrophysique, la physique quantique et les mathématiques. Nous y voilà. Débutons par l'astrophysique avec un ouvrage déjà bien connu, Dieu, la science, les preuves. Nos deux auteurs, Michel Bolloré et Olivier Bonnassy, témoignent de la théorie des réglages fins de l'univers. Je les cite. Se plongeant dans les fabuleux réglages de l'univers qui ont rendu son évolution possible avec, au bout, l'apparition de la vie, c'est toucher du doigt l'évidence que le hasard n'est pas une solution explicative crédible. Cette constatation, aussi révolutionnaire que récente, constitue ce que l'on appelle depuis les années 1970 le principe anthropique. Fin de citation. Attention, le principe anthropique vient du grec anthropos, homme, pas comme l'entropie de tout à l'heure. Le principe anthropique, c'est quoi? Il signifie que tout l'univers, dès son origine, devait nécessairement avoir des lois et des paramètres fondamentaux afin que des êtres évolués puissent y apparaître à un certain moment. Autrement dit, chaque constante d'équilibre, chaque réglage fin, d'une précision mathématique qui dépasse l'entendement, s'écrit avec un nombre impressionnant de chiffres après la virgule. Mais voici ce qui fascine le plus ces scientifiques. Les ordinateurs très puissants montrent qu'il suffirait d'ajouter ou de retrancher le nombre 1 à l'un de ces chiffres après la virgule, même après la 15e place, pour que l'univers ne soit plus le même ou qu'il n'existe carrément pas plus que la vie. Ces constantes, je cite, sont les piliers de l'univers qui déterminent entièrement son existence, son fonctionnement et son évolution, et ce depuis le début. Fin de citation. Considérons à présent la physique quantique. Yves Dupont, tiré de son livre déjà évoqué, L'empreinte de Dieu dans le monde quantique, je le cite, les empreintes de l'esprit avec un E majuscule que nous découvrirons dans l'immédiate proximité du monde quantique sont autant de traces qui témoignent de l'existence de leur auteur. Puis en conclusion, contemplez l'esprit, l'unique toujours avec une lettre capitale, qui se trouve à la source de tout. L'esprit à la source des mathématiques qui sous-tend la physique quantique. Ou encore, prenez conscience que cette présence de l'esprit apparaît comme la réponse la plus naturelle et la plus simple des phénomènes quantiques venus d'ailleurs. Pour ne pas dire l'unique réponse cohérente. Fin de citation. En d'autres termes, on ne comprend pas l'origine des phénomènes quantiques sans une cause extérieure au monde de la matière, une origine cause d'elle-même. S'agissant des mathématiques, nous avions déjà également résumé sa thèse, ainsi je le cite. Les mathématiques sont bien le reflet d'une pensée infinie. Ou encore, les mathématiques sont une sorte d'agent intermédiaire entre l'esprit et le monde. En conclusion, pour ces chercheurs, il apparaît une intelligence, donc une volonté, au sein même de la nature, qui justifierait cette loi universelle de coopération. En effet, qui coopère sans intelligence? À l'inverse, Étienne Klein, célèbre physicien vulgarisant la philosophie des sciences, et que par ailleurs j'apprécie beaucoup, pose la question suivante à peu près en ces termes. Est-ce la nature qui a imposé le langage mathématique? Ou est-ce l'homme qui l'a inventé pour forcer la nature à se représenter? Sauf que, dans ses conférences, je ne l'ai jamais entendu répondre à sa propre question.
En effet, comment pourrait-il affirmer sérieusement que le théorème de Pythagore ne préexistait pas à Pythagore? Les savants n'inventent rien, ils découvrent. Un peu d'humilité nous ferait le plus grand bien. Bref, matérialistes et spiritualistes resteront chacun sur leur position encore un bon moment. Là encore, le darwinisme, celui de Darwin, est une théorie non scientifique, donc une croyance qui semble a priori conforme à un certain réel. Mais le darwinisme social, donc appliqué à Sapiens, lui, est une fausse croyance qui arrangeait bien l'idéologie libérale. Sauf que l'animal, à l'inverse de l'homme, n'a jamais mis en danger la planète. Du coup, l'idéologie libérale en a extrait son postulat. Les humains faibles sont destinés à disparaître au profit des forts, à l'instar de la nature. C'est en suivant cette même logique que durant l'épidémie de Covid-19, nos gouvernants, faute de place dans les hôpitaux publics, alors que le secteur privé était vide, ont décidé de soigner les résidents des maisons de retraite à coups de Rivotril, une molécule utilisée dans le traitement de certaines formes d'épilepsie, afin de les laisser mourir sans douleur, mais plus rapidement. Bref, euthanasier nos vieux, sans leur consentement, n'est pas vraiment un problème, puisque la nature le fait déjà elle-même. Ma thèse est donc la suivante. Je propose de parler de sélection naturelle intelligente, que je nomme loi universelle de coopération, ou encore avec Olivier Amand, la robustesse du vivant. Car en réalité, dans la nature, les faibles nourrissent les forts, chacun étant un faible pour les uns et un fort pour les autres, de telle sorte que tous coopèrent pour maintenir l'équilibre de l'écosystème planétaire, ainsi que l'organisation sociale humaine. Dans la nature, qui n'est au final qu'un énorme garde-manger au profit de l'homme, le faible s'avère très utile au fort et vice-versa. À ce propos, j'avais déjà cité Nietzsche. Je cite: « La hiérarchie s'est établie par la victoire du plus fort et l'impossibilité pour le plus fort de se passer du plus faible, comme le plus faible du plus fort, car obéir est aussi bien une fonction de la conservation de soi que, pour l'être le plus fort, commander. » Fin de citation. Rappelons en passant que Darwin force son concept de sélection naturelle en pensant à l'éleveur qui choisit, donc avec intelligence, ses meilleurs reproducteurs. Je le cite d'après l'origine des espèces. Comme je le fais toujours, j'ai cherché chez nos productions domestiques l'explication de ce fait. Les néo-darwiniens libéraux auraient-ils omis l'esprit acéré de Darwin? Je le cite à nouveau. L'homme n'a qu'un but, choisir en vue de son propre avantage. La nature, au contraire, choisit pour l'avantage de l'être lui-même. Non seulement la nature montre une intelligence infinie bien supérieure à celle de l'homme, mais de surcroît, elle est, contrairement à notre égoïsme, généreuse et altruiste. Et c'est ainsi qu'elle nous a créés. L'aurions-nous déjà oublié? En conclusion, c'est en observant la nature, ses lois, ses principes, sa générosité, sa robustesse et son intelligence que nous comprendrons notre propre nature et ainsi écrire une destinée collective qui la protégera de nous-mêmes d'une prédation illimitée, notamment en économie. N'ayant pas trouvé de définition satisfaisante de l'économie, j'ai formulé la mienne à partir de cette loi universelle de coopération. La voici. C'est l'art de fixer des conventions. Toutes les théories économiques sont que des conventions. Il n'y a rien de naturel, il n'y a rien de scientifique. Donc c'est l'art de fixer des conventions, permettant sans cesse de rééquilibrer les déséquilibres naturels. Des couples économiques, mais sans jamais obtenir un équilibre parfait, sinon ce serait la mort économique et sociale. Ici, il s'agit des couples ressources-production, offre-demande de biens, de services ou d'emplois, ou encore le couple inflation-chômage. Et il y en a bien d'autres. La fonction première d'un économiste serait donc de veiller sur tous les déséquilibres, comme le lait sur le feu.
Toutefois, à ces déséquilibres naturels, les spéculateurs ajoutent des déséquilibres artificiels que nous aborderons lors de l'étude de l'économie spirituelle avec le théorème de l'égoïsme. Dans l'attente, dans le prochain podcast, je vous propose l'étude des 10 principes de la loi vitale. Encore une fois, pardon pour mes bafouillages et très très grand merci pour votre patience.